This episode is brought to you by the world's first reposado from Tequila Herradura. Made with slow-cooked, hand-harvested agave sealed into oak barrels and aged 11 months. Before being enjoyed in your glass. Experience the world's first reposado, Tequila Herradura. Please drink responsibly. Responsibility.org. Tequila Herradura. 40% alcohol by volume. Imported by Brown-Forman, Louisville, Kentucky. Herradura is a registered trademark. Copyright 2025 Brown-Forman Corporation. Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes avec, comme vous avez pu le constater en lisant le titre de l'épisode, Que deviens-tu ? Je donne aujourd'hui la parole à un invité qui est passé par le podcast il y a de cela quelques mois, voire quelques années, et nous faisons un petit topo sur son actualité, sur ce qu'il s'est passé entre l'enregistrement de ce premier épisode et aujourd'hui. J'ai l'immense plaisir d'accueillir Boris Guirardi qui était passé par le podcast au tout début de la deuxième saison. C'était l'épisode 61 que vous avez pu écouter juste avant la sortie de cet épisode. Et Boris revient sur tout le chemin parcouru depuis cet enregistrement. Il s'agissait pour lui-même du tout premier épisode de podcast. Alors, sans plus attendre, Boris, que deviens-tu ? C'est le nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes pour lequel je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Boris, merci d'être de retour sur le podcast À côté de mes pompes. C'est un peu l'épisode Qu'est-il devenu ? On a enregistré notre premier épisode ensemble le 9 juillet 2021. On est aujourd'hui le 7 juillet 2025. La boucle est bouclée. Alors je te souhaite à nouveau la bienvenue et je venais savoir comment tu allais. Et on va, en quelques minutes, avant de présenter cet épisode que des auditeurs vont peut-être découvrir, ce que tu es devenu depuis ce mois de juillet 2021. Écoute, merci beaucoup pour ton invitation, ta deuxième invitation. Je précise que tu es le premier podcast que j'ai enregistré. Donc du coup, forcément, c'est pour moi touchant de revenir sur ton podcast. Et puis, je reprécise pour les auditeurs qui n'auraient pas écouté le premier épisode, tu avais gentiment rebaptisé l'épisode À côté de ma pompe. Et donc du coup j'avais trouvé ça très amusant et donc je le redis aujourd'hui, cet épisode, ce deuxième épisode restera À côté de ma pompe. Boris, je te laisse te représenter pour que tu dises un petit peu aux auditeurs qui tu es, d'où tu viens, et puis on va voir entre ce mois de juillet 2021 aujourd'hui, tout ce chemin accompli, tout ce que tu as fait dans ton parcours de sportif, mais également d'homme, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont greffées sur cette actualité en marge de la course à pied et des podcasts que tu as pu réaliser. Alors, donc du coup, je suis Boris, alias Pedrobo. J'ai eu un accident en août 2019 qui m'a amputé d'un pied. Et à l'issue de ça, en fait, j'ai été assez en colère de la situation que les personnes en situation de handicap, pouvaient traverser quand il s'agit de sport et d'accessibilité au sport. J'ai toujours été sportif et du coup, ça m'a choqué, ça m'a mis en colère en fait de voir que l'accessibilité au sport et au sport outdoor était vraiment faible et rien n'était prévu pour ça. Et donc du coup, j'ai créé effectivement une association, j'ai créé des projets, j'ai également collaboré avec des courses, avec des événements pour permettre que des personnes en situation de handicap puissent accéder à des événements sportifs. Alors moi, c'est plutôt les sports outdoor parce que c'est mon truc. J'aime être dehors et j'aime bien me dépasser dehors. Donc du coup, c'était tout naturel que j'aille vers les sports outdoor. Et puis les communautés des sports outdoor sont aussi des communautés solidaires comme le trail running. Et donc du coup, c'était
ça a été assez naturel la façon dont ça s'est passé, voilà. Alors, il y a eu plusieurs podcasts, tu l'as dit. Tu as eu une communauté qui n'a cessé de grandir sur les réseaux. Quelles portes t'ont été ouvertes suite à cette visibilité, à ce message que tu as pu faire passer sur ces différents épisodes, ces différents enregistrements auxquels tu as pris part? La première, c'est assez touchant, c'est toutes les personnes que j'ai pu rencontrer, soit au travers des réseaux sociaux, soit sur les événements, qui ont été incroyables et toutes assez sensibles finalement au sujet. Donc, je porte un sujet qui globalement touche les personnes, inspire les personnes. Donc ça, c'est déjà très positif parce que finalement, si on veut bouger les lignes, il faut qu'il y ait une communauté qui accepte de bien vouloir bouger les lignes et qui accepte ça. Euh, Bien souvent, il y a la volonté et moi, en fait, j'aide à concrétiser, j'aide à transformer. Je pense par exemple Daniel, qui est un de tes auditeurs, qui m'a contacté, avec qui on a pu faire plusieurs projets. J'ai pu intervenir dans sa société aussi. Et ça fait bouger les lignes, aussi bien dans la société que dans les événements qu'on a pu créer. Et lui-même a accompagné certains de ses projets, certains de ses défis, en créant des événements où on va avoir des personnes qui sont en situation de handicap en binôme avec des personnes valides, par exemple. Et c'est un formidable guide d'ailleurs. Il sera sur l'UTMB Mont Blanc cette année. Il accompagnera Claire Verzeau, qui est une génésie de l'avant-bras. Donc, il manque l'avant-bras et ils seront sur l'OCC. Et je parlerai de ce projet d'ailleurs tout à l'heure. Un projet assez incroyable de mentoring. Et donc du coup, par exemple, ce binôme sera mentoré par Fiona Port. Donc toute la team adaptive est mentorée, chaque membre est mentoré par des élites. Bon, on aura probablement l'occasion d'y revenir, mais ça fait partie des belles rencontres, que ce soit des amateurs, que ce soit des trailers pros, des élites qui se penchent sur ces questions-là et qui ont envie de contribuer, qui ont envie d'aider. Et puis après, dans les belles rencontres, il y a évidemment les événements qui ont envie de faire bouger les choses. Je pense à la Maxi Race, je pense à l'UTMB, je pense aussi à l'ultracyclisme auquel je viens de participer, la Race Cross France avec Arnaud Manzanini. Voilà, c'est plein de belles rencontres. Et on voit souvent sur les réseaux sociaux les personnes en situation de handicap en colère parce que on veut faire bouger les choses et on est souvent on revendique souvent beaucoup de choses, mais il faut aussi parler des belles rencontres, aussi des beaux moments. Moi j'ai fait partie de la team Salomon que j'ai quitté en décembre pour plein de raisons. Il continue de faire un super boulot et c'est génial ce que fait Salomon par exemple. Et là aussi, j'ai eu des très très belles rencontres chez Salomon qui a beaucoup contribué. Il y a Iron également qui est une petite famille incroyable qui a toujours été très impliquée dans les personnes en situation de handicap et à soutenir ces projets-là. Donc voilà, c'est à la fois des marques, à la fois des événements, à la fois des personnes euh, qui, euh, qui qui sont très touchantes et qui aident et qui passent le message aussi parce que c'est tous ces petits pas en fait qui amènent à faire des grandes choses. Je te donne un exemple de petits pas. Avec Iron, on a, alors je suis désolé, je les cite, mais quand les choses se font bien, je cite les personnes, je cite les gens parce que je trouve que c'est important qu'on sache qui fait quoi. Iron avait fait un projet. Donc, quand tu achetais des cadeaux à Noël à Iron, tu avais la possibilité d'avoir des pochettes cadeaux. Et en fait, chaque pochette cadeau achetée, 1 € était reversé à mon association, l'association Level Up. Et en fait, ça nous a permis de collecter suffisamment pour pouvoir acheter une lame de course
et on a pu équiper Nicolas Calves de cette fameuse lame. Et Alexis, qui fait partie du marketing d'Iron, a eu une idée brillante et il a décidé de collecter tous les prénoms de toutes les personnes qui ont donné 1 euro. Et on a fait un sticker, on a floqué la lame de Nicolas avec les 1600 prénoms. Avec les 1600 prénoms, donc comme il dit, je cours plus jamais seul. C'est pour dire que vous avez donné 1 euro, mais en fait, cet euro s'est transformé en une lame de course. Cette lame de course permet aujourd'hui à Nicolas de courir. Il a pu mettre son premier dossard à la Maxi Race, par exemple, et c'est le premier amputé fémoral à terminer une course sur la Maxi Race. Donc voilà, donc c'est des très des très belles choses qui partent d'un tout petit geste. Alors, ce que tu avais évoqué, Boris, dans le premier épisode, c'était la difficulté de trouver du matériel qui soit adapté. Qui plus est, dans ta pratique outdoor et sur les sentiers, c'est pas le terrain qui est, on va dire, est le plus stable pour pouvoir pratiquer la course à pied. Tu avais un projet d'accompagner des personnes en situation de handicap sur les sommets. Est-ce que ça s'est réalisé? Est-ce que vous avez mené à bien ce projet? Je te laisse en dire 2 mots. Oui, c'est un projet qui a été au bout, effectivement. Donc c'était un sommet à 3000 qui était dans les Alpes. Et donc du coup, ce projet s'est magnifiquement réalisé en partenariat avec Salomon. Et donc ils ont pu aller au bout. La lame de course avec laquelle ils l'ont fait n'était pas encore commercialisée à l'époque. Depuis, elle est commercialisée. Donc c'est la lame Hooper. C'est une start-up française qui a été fondée par les étudiants qui ont créé ce projet, avec sur l'idée de base d'un triple amputé qui s'appelle Jérôme Bernard. Et depuis, en fait, cette lame, elle est commercialisée, elle se vend. Entre-temps, il y a eu d'énormes efforts, il y a eu des efforts de la part des pouvoirs publics. Donc avant, on n'avait pas le droit, par exemple, de mettre une lame sur notre appareillage parce que cette lame n'était pas considérée par la sécurité sociale et notre prothèse est un appareil médical et donc seul un prothésiste et seul entre guillemets les médecins sécurité sociale ont le droit de toucher. Et donc entre-temps la loi a changé, on a le droit de mettre maintenant notre lame qui n'est pas remboursée par la sécurité sociale, c'est aux normes, hein, qui reste quand même avec des normes. Donc ça a fait bouger les choses. Ce qui a bougé aussi, c'est la PCH, donc c'est un système qui rembourse à 75% les lames de course, donc les appareils prothétiques. Donc ça c'est des grandes avancées parce que ça permet une meilleure accessibilité à ces appareillages-là qui sont très chers. Qui restent chers, hein, même si il y a eu d'énormes efforts dans ce sens-là de la part. Quel est le coût, Boris, pour une lame, par exemple, pour que les auditeurs se rendent compte de l'investissement pour les gens qui veulent continuer à pratiquer bien qu'étant amputé, comme tu l'as été. On a tout ce parcours qui est raconté dans l'épisode qui va suivre. Ça coûte combien aujourd'hui quand on a besoin d'une lame pour courir? Aujourd'hui, la lame seule est environ de un tout petit peu plus de 2000 euros, 2300 euros, je crois, de mémoire. Ça, c'est la lame seule. En fait, cette lame, elle vient se fixer sur une emboîture et cette emboîture coûte assez cher aussi, mais elle est remboursée par la sécurité sociale. Donc aujourd'hui, on va dire, on peut s'en sortir pour à peu près 2500 euros avec la bonne volonté du prothésiste qui veut bien monter la lame entre guillemets un peu gracieusement et faire quelques réglages dessus. Voilà, on s'en sort pour à peu près ce montant-là. Les autres lames qui sont sur le marché sont plutôt aux alentours de 4-5 000 euros. Donc on voit qu'il y a quand même il y a eu quand même une grosse baisse, mais ça reste un prix. Hein. Bon, après, il y a des associations qui aident aussi. Donc, aujourd'hui, j'ai envie de dire, si quelqu'un a envie d'accéder à une lame, il peut y avoir accès. Il y a des solutions qui existent et ça devient un peu plus accessible.
ça devient un peu plus accessible. Ce qui n'existe pas aujourd'hui, par contre, c'est pour les amputés fémoraux, donc les personnes qui sont amputées au-dessus du genou, qui n'ont pas de genou. Le genou aujourd'hui, un genou pour courir, il y a une marque qui fait ce genou-là et il y a un modèle référence. En gros, c'est un peu le seul modèle qu'on peut utiliser pour courir et courir notamment en trail running. Bah ça, c'est 15 000 €, tu vois. Donc, t'imagines que les 2300 ou 2500 € de la lame Hopper, c'est rien au regard du genou. Donc là, on est dans des sommes qui sont parfaitement inaccessibles. Quand tu peux t'acheter une voiture avec un genou, bah franchement, c'est pas accessible, quoi. Donc du coup, il y a encore des efforts à faire, il y a encore des progrès à faire. Et puis après, le reste des progrès, c'est sur la possibilité d'accéder à des clubs sportifs, la possibilité d'accéder à des sports. Aujourd'hui, c'est pas encore le cas. Les personnes en situation de handicap restent la population la plus discriminée dans le sport. Clairement, vraiment, les chiffres sont accablants. Les Jeux paralympiques sont passés par là, mais finalement, ça a été un feu d'artifice. On le voit bien, le gouvernement, juste après ça, a diminué les investissements. Ils avaient oublié de nommer un secrétaire d'État pour les personnes en situation de handicap. Bon, on voit bien que il faut rien attendre des pouvoirs publics. Ils parlent, mais n'agissent pas. Et donc, finalement, l'action ne peut venir, pour moi, hein, l'action ne peut venir que du privé, que de la volonté des associations, que de la volonté de fédérer, etc. Pour moi, rien n'est à attendre de la part des politiques. Ils sont toujours en retard et finalement, ils vont là où le soleil brille. Quand il y a eu les Jeux paralympiques, les personnes en situation de handicap étaient formidables et c'était absolument magnifique et c'était génial. Du jour où ça s'est arrêté, ça a été fini. On n'a plus entendu parler. Ils ont pris des décisions qui étaient en tout cas plus du bon sens. Et que ce soit d'ailleurs pour les personnes en situation de handicap comme pour les valides, hein, il y a eu des choix politiques qui ont été faits qui, pour moi, sont vraiment ahurissants. Donc voilà, il y a encore du boulot. Comme tu l'entends, je suis toujours militant. Je suis toujours avec la volonté d'aller ouvrir quelques portes et puis faire de la place pour qu'on puisse tous faire du sport ensemble. C'est juste ça l'objectif, hein. Je parle pas de performance, je parle pas de trucs extraordinaires, je parle juste de pouvoir faire du sport tous ensemble. Alors, tu as été porteur de cette flamme olympique. Est-ce que tu as assisté à des épreuves? Est-ce que tu as ressenti de l'émotion par rapport à tout ton parcours? Est-ce que tu te serais vu un jour te dire « je serai porteur de cette flamme olympique » ? Alors non, je me suis jamais dit que je serais un jour porteur de la flamme olympique. Et quand on m'a proposé, puisque en fait, pour pouvoir porter la flamme olympique, ton nom est proposé par quelqu'un d'autre. Hein, c'est pas toi qui peut y aller. Et ensuite, il faut évidemment dire que tu as une bonne volonté pour le faire. Quand j'ai reçu la validation, j'étais assez étonné et assez flatté. À titre personnel, je vais avouer quelque chose que j'ai pas dit, mais que je vais dire là maintenant. À titre personnel, ça m'a pas tant piqué que ça, parce que je suis assez en colère contre les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques. Je trouve que c'est devenu extrêmement politique, trop politique. Il y a des choix qui sont faits, qui sont en termes d'écologie vraiment pas dans le bon sens. Malgré tout, l'épreuve reste mythique. Les athlètes qui y participent sont juste extraordinaires. Donc, ça reste un événement incroyable. Et au-delà de ma personne, au-delà de moi, en fait, ça a incarné justement de pouvoir mettre en lumière les personnes en situation de handicap. Et j'ai porté la flamme olympique. J'ai pas porté la flamme paralympique. Il y avait les deux. Moi, j'ai porté la flamme olympique. Donc, c'était un film que j'ai trouvé très fort. Et au moment de porter la flamme, je te fais une petite anecdote. Il y a Elori qui s'occupe des porteurs de flammes.
qui voyait que j'étais tout à fait relax au moment de porter la flamme. Et avant de descendre du bus des porteurs de flammes pour aller rejoindre la flamme et pouvoir la saisir, elle m'a regardé, elle m'a dit, Boris, je crois que tu réalises pas à quel point c'est important ce moment. Dans quelques minutes, tu seras le seul au monde à porter la flamme et le monde te regarde. Et ça, quelque part, ça te met un peu les frissons et tu te dis, ah, ok, d'accord. Et donc là, tu descends et tu reconsidères tout. Et donc la personne qui allume la flamme au moment où tu t'apprêtes à avancer avec me dit, prends ton temps parce que c'est assez rapide. Et je lui dis non, je vais courir parce que pour moi, donc j'avais la lame au beurre. J'ai dit pour moi courir, c'est le plus beau symbole que je puisse faire, c'est de courir avec cette flamme. En étant amputé, je trouvais que c'était bien plus joli que juste marcher et profiter du moment. Je voulais courir. Au-delà de cette Olympiade, de ce port de la flamme que tu as eu la chance de tenir sur quelques mètres, est-ce qu'aujourd'hui, Boris, tu te vois comme un guide, quelqu'un qui peut être une source d'inspiration pour des personnes qui ont connu le même parcours que toi avec l'hôpital, l'amputation et cette situation de handicap derrière? Alors aujourd'hui, je me considère plus comme quelqu'un qui a la possibilité de partager mon expérience. Si ça peut inspirer des personnes en situation de handicap, par exemple, moi je me souviens dans ma chambre d'hôpital, je cherchais qui faisait quoi et qu'est-ce qui était possible de faire. Donc du coup, j'espère que ça pourra toucher ces personnes-là, que ça puisse également toucher des personnes qui rencontrent une difficulté temporaire. Je sais pas, tu te fais les croisés, la cheville à 2 jours d'une course. Bon voilà, ça fait pas plaisir, c'est difficile et parfois c'est un peu le monde qui s'effondre. Alors même si c'est pas un handicap tel que moi, ça reste un moment difficile à vivre et parfois ça peut inspirer ces personnes. Par contre, ce que je me considère pas, c'est comme un super-héros ou un super méga exemple avec une grosse mise en lumière. Moi, je suis comme tout le monde, je suis monsieur tout le monde. Il m'est arrivé quelque chose de il m'est arrivé un accident de vie qui a bouleversé ma vie et j'ai eu à surmonter ça. Mais je pense qu'on a tous cette capacité-là. Moi, j'ai pas une cape de super-héros, je suis pas un super-héros. J'ai juste pas eu le choix entre guillemets que de me remonter la pente et pour pouvoir trouver des solutions pour accéder à tout ce que j'avais envie de faire de nouveau, être papa, continuer le sport, continuer de travailler. C'est juste reprendre une vie avec de l'autonomie. Et si mon expérience peut servir à d'autres, j'en suis absolument ravi. Et après, j'ai cette chance de pouvoir ouvrir des portes et donc de pouvoir créer des événements, des moments, des accès pour que d'autres puissent venir y participer. Et ça, c'est une immense chance que j'ai et on m'a donné cette chance aussi. Donc, je remercie toutes les personnes qui me donnent cette chance, comme toi, par exemple, en mettant en lumière mes actions et ce que je fais. Donc, du coup, tous ces petites pierres qui se mettent ensemble, je pense, permettent à d'autres de pouvoir se projeter, de se dire tiens, il le fait, je peux le faire, et donc d'ouvrir ces portes-là. Alors tu l'as dit, tu es présent sur la Maxi Race, vous avez un projet également sur l'UTMB. Est-ce que ça a été compliqué d'aller démarcher les organisateurs de courses, de les convaincre de voir des personnes en situation de handicap prendre part à ces courses? Alors non, parce que en fait c'est parti de leur propre volonté. Je prends le cas de la Maxi Race. La Maxi Race, en fait, c'est dans son ADN depuis le départ. C'est de dire, en fait, on veut faire une course pour tous. Donc, quand je les ai rencontrés la première fois et j'ai dit, j'aimerais bien courir sur votre course, de suite,
Stéphane Agnoli, directeur de course, m'a dit tu peux courir? Oui, bah viens. Et c'était aussi simple que ça. Après, derrière, de pouvoir développer d'autres projets, pas que pour les amputés, par exemple. J'ai collaboré au fait que Nicolas Ronget, donc qui est malvoyant, a créé un relais sur la Maxi Race l'année dernière. Ça ouvre des portes, encore une fois, ça ouvre des champs des possibles pour plusieurs types de handicaps. Et puis est venue l'idée avec l'UTMB qui m'a consulté pour pouvoir développer leur politique inclusion. Donc la politique inclusion de l'UTMB est sortie fin 2023. À l'issue de ça, moi, j'ai proposé à David Poletti de concrétiser cette politique et lui avait envie que cette politique puisse être incarnée. Donc en fait, on a créé la team adaptive. Et cette team adaptive, en fait, elle couvre plusieurs handicaps. Donc ça tenait à cœur aussi à David d'avoir des handicaps invisibles, lui-même touché par un handicap invisible. C'est son fils qui est touché. Et donc d'avoir une diversité de handicaps pour que chaque personne puisse se projeter, puisse se sentir concerné en fait par ça, par cette course, par cet événement, et puisse se dire je suis invité sur cette course, je peux venir. Il y a une possibilité pour moi d'être invité là-bas. Et quand je dis invité, c'est dans le sens où je suis pas rejeté. Il y a des événements sur lesquels tu te sens pas invité, c'est-à-dire tu te dis ouais, je peux pas y aller là. Il y a rien qui est fait pour moi. Et donc du coup, ça c'est de l'exclusion. Et donc pour pallier à ça, on fait de l'inclusion. Le jour où on aura réussi, c'est qu'on parlera plus d'inclusion parce qu'il n'y aura plus d'exclusion. Donc c'est à ce moment-là qu'on aura réussi. Et puis on a créé cette team adaptive et la team a progressé. Donc cette année, il y a ce que je disais tout à l'heure, le projet mentoring. Donc, il y a 14 athlètes cette année dans la team adaptive et il va y avoir 14 élites qui vont y participer, des grands noms comme Blandine Hirondelle ou François Daen. Donc, il va y avoir des grands noms qui vont soutenir un binôme. Ils vont être en binôme avec un athlète. Sur la Maxi Race, on a lancé Maxi Inclusivity. Donc, eux, ils ont déjà des projets autour du handicap. Là, l'idée, c'était plus d'aller fédérer tous ces projets-là, d'aller fédérer les associations, d'aller fédérer tout le monde pour pouvoir encore mieux mettre en lumière et puis mieux développer encore ces projets-là. Sur la Race Cross France, par exemple, là, c'était de créer un précédent. Il n'y a aucune personne en situation de handicap qui n'avait été sur cette course-là. Et donc, Arnaud m'a dit, est-ce que tu crois que c'est possible? Et donc, j'ai constitué une équipe, encore une fois, avec divers handicaps, pour pouvoir créer une première fois et donc voir que des personnes, j'ai été contacté par plusieurs personnes qui m'ont dit je suis en situation de handicap, j'aimerais faire de l'ultracyclisme, j'ai vu que tu avais fait ça, génial, est-ce que je peux y participer? Ouais, tu peux y participer. Donc ça permet à des personnes de se projeter et de se dire tiens, ils l'ont fait. Il y a un truc souvent que je dis, c'est le marathon dans les années 50-60, je crois, ne se courait pas en moins de 3 heures. Et tout le monde s'accordait à dire que c'était impossible de descendre en dessous de 3 heures. Médecins, scientifiques, athlètes, etc. Jusqu'au jour où il y a un mec qui passe en dessous de moins de 3 heures. Le mois suivant, je crois qu'ils étaient plus d'une dizaine à passer en moins de 3 heures. Donc en fait, il faut une première fois pour que on puisse y croire. Et donc c'est ce que je cherche à faire sur ces événements-là, c'est de créer cette première fois pour que des personnes puissent s'identifier, puissent se sentir concernées, puissent se dire c'est bon, je peux y aller, la porte est ouverte, quoi. Donc aujourd'hui, on sent un Boris qui est toujours bien dans sa pompe. Ça n'a pas changé par rapport au premier épisode d'il y a 4 ans. Non, ça n'a pas changé. Je suis toujours très bien dans ma pompe et je suis très heureux de pouvoir porter tous ces projets, très heureux de pouvoir m'épanouir dans le sport et de le partager avec d'autres parce que c'est ça en fait. Ma vraie source de motivation, c'est de le partager et de voir d'autres s'épanouir aussi. Donc ça, c'est mon moteur.
Quelle sera ton actualité, Boris, un petit peu plus personnelle là sur le plan sportif? Qu'est-ce que tu as coché sur ta fin de saison 2025 et pour peut-être les prochaines saisons à venir? Alors là, j'ai plus d'objectif. J'avais un objectif qui était la Race Across France, donc j'étais sur le format de 200 km by night. Donc c'est un format très particulier puisque c'est les prémices de l'ultracyclisme. Hein, c'est le bébé, c'est la course bébé, on va dire, la plus petite distance, mais enfin qui pour moi était un vrai défi. Et puis surtout de nuit, donc c'est très particulier de rouler de nuit. Donc voilà, donc ça c'était mon défi. Je m'y préparais depuis début de l'année. Donc je suis très content que ce soit passé. Et puis là, je me mets plus du côté organisateur, on va dire. Donc j'ai la prochaine étape, c'est la Maxi Race vient de passer, donc ça c'était bien. La RAF vient de passer, c'était bien aussi. Et maintenant, la prochaine étape, l'UTMB. Et puis après, il y a des idées de projets qui sont en train de se mettre en place, comme un stage pour les personnes amputées, un stage de trail pour les personnes amputées. On s'est déjà concerté, on a déjà échangé, on proposera aux auditeurs un épisode sur l'inclusion, le handicap, justement sur ces courses-là, avec peut-être d'autres personnes qui pourront intervenir. De mon côté, moi je souhaitais te remercier d'avoir accepté encore l'invitation aujourd'hui. Qu'est-ce que tu pourrais dire comme dernier message pour inciter des gens qui sont encore un petit peu dans la timidité, qui n'osent pas se lancer parce que en situation de handicap, ou peut-être tout simplement ton message pour des sportifs, toi un petit peu craintifs de dire j'ose pas aller sur ce défi-là. Bah, tu montres qu'avec beaucoup de volonté, on arrive à quand même bouger un petit peu les lignes et à se réaliser et avoir beaucoup de satisfaction sur le plan humain derrière. La seule chose que je peux dire, c'est oser. Oser faire, oser aller sur des courses, oser sortir du canapé, aller faire du sport, aller vous bouger. Faites-le en nature parce que c'est là où on se sent bien, c'est là où on est fait pour ça, on est fait pour aller dehors. Moi, ça m'a reconstruit, ça me permet de m'épanouir. Le regard des autres, c'est totalement subjectif. Par contre, ce que vous réalisez vous, ça, c'est du concret, c'est vraiment quelque chose dont vous pouvez être fier. Donc, allez-y, faites. Finalement, je préfère 1000 fois échouer que de pas avoir essayé. Donc, honnêtement, faites et vous en serez 1000 fois récompensé. Eh bien, merci Boris. Pour les auditeurs, si vous avez des questions, vous allez contacter Boris. Par quel moyen on peut venir jusqu'à toi? Je rappelle les petits réseaux. Instagram, alias Pied de Robot, donc Boris Guirardi, mais Pied de Robot est plus facile à trouver, ou LinkedIn pour ceux qui sont sur LinkedIn. Boris Guirardi, c'est tout simple, un petit message et je réponds normalement à tous les messages, sauf pendant la période du TMB où je reçois beaucoup trop de messages et donc là j'ai un peu de mal à faire face, mais normalement je réponds à tous les messages. Alors Boris, on se donne rendez-vous après l'UTMB, une fois que ce sera débriefé, et puis on va laisser les auditeurs profiter de cet épisode 61 sorti en septembre de cette même année, mais je note et j'apprécie beaucoup ta petite anecdote, comme quoi j'ai été le premier à te tendre le micro. Oui, vraiment le premier. Donc tu vois, et je crois que t'en es à plus de 300 épisodes maintenant, donc effectivement 61 et puis maintenant plus de 300, donc c'est vrai qu'il y a quelques épisodes qui sont passés sous les ponts. Alors sans plus attendre, je vous laisse profiter de notre échange réalisé avec Boris, c'était il y a 4 ans, et n'hésitez pas à nous le remonter, à le partager et à venir commenter ce profil de Boris. Merci à toi Boris. Merci beaucoup Seb. Cet épisode du podcast À côté de mes pompes est désormais terminé. Merci infiniment pour votre écoute. N'hésitez pas sur vos réseaux à partager ce contenu et également faites un petit geste, une évaluation, un commentaire sur Apple Podcast, sur Spotify et vous ferez grossir, grandir et rendre encore plus visible ce podcast À côté de mes pompes. Il est temps pour moi de vous souhaiter une très belle journée. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Bonne semaine à vous!
is part of the Sports Social Podcast Network.